Bienvenue, chers explorateurs et chères exploratrices de la psyché où on passe de le devenir. Aujourd'hui, nous allons entrer dans l'un des mystères les plus vertigineux de notre existence. Rien que ça, la nature du temps. Le temps nous semble évident, parce que nous le mesurons sans cesse. Nous avons des montres, des calendriers, des horaires, des délais, des rendez-vous. Nous parlons du temps comme d'une ligne qui avance, seconde après seconde, du passé vers l'avenir. Et pourtant, dès que l'on descend un peu plus profondément, cette évidence commence à vaciller. Le temps est-il seulement ce mouvement mécanique que nous croyons connaître ? Ou bien existe-t-il une autre dimension du temps, plus qualitative, plus symbolique, plus proche de ce que les anciens percevaient comme une horloge vivante du monde ? Cette question a fasciné les physiciens, bien sûr, mais elle a aussi profondément intéressé Carl Gustav Jung, et après lui, Marie-Louise von Franz. Parce que dans l'expérience psychique, le temps ne se présente pas toujours comme une ligne droite. Dans les rêves, dans les synchronicités, dans certaines intuitions, dans certains moments de crise ou de transformation, quelque chose semble échapper au temps ordinaire. Il y a des rêves qui nous ramènent 20 ans en arrière, comme si rien ne s'était écoulé. Il y a des images intérieures qui semblent venir d'un temps plus ancien que notre propre vie. Il y a des coïncidences qui arrivent au moment exact où notre psyché est prête à les recevoir. Et parfois on a presque l'impression que l'inconscient ne suit pas la même horloge que notre conscience. Alors aujourd'hui, je vous propose d'explorer cette question, et si le temps n'était pas seulement une durée, mais aussi une qualité ? Et si certains instants étaient chargés d'un sens particulier ? Et si derrière le temps chronologique, il existait une autre forme de rythme, plus profond, lié à l'inconscient collectif, aux archétypes, et peut-être même au processus d'individuation. Dans notre manière moderne de penser, le temps est souvent réduit à une mesure. On le découpe, on le programme, on le rentabilise. Le temps devient une ressource. On dit souvent qu'on gagne du temps, qu'on perd du temps, qu'on manque de temps, comme si le temps était une matière que l'on pouvait posséder, organiser, optimiser. Mais cette vision est relativement pauvre si on la compare à la manière dont les civilisations anciennes percevaient le temps. Pour beaucoup de peuples, le temps n'est pas une boîte vide dans laquelle les événements venaient se déposer. Il était vivant, il avait une qualité, il pouvait être favorable ou défavorable, lourd ou léger, fécond ou destructeur. Certains moments étaient propices à une action, d'autres non. Certains jours, certaines heures, certains cycles portaient une énergie particulière. C'est ici que l'on touche à quelque chose de très important. Pour les anciens, le temps n'était pas seulement quantitatif, il était qualitatif. Un moment n'était pas seulement un moment, il avait une couleur psychique, une tonalité, une puissance propre. On retrouve cette idée dans de nombreuses traditions. Chez les Aztèques, par exemple, le temps est représenté comme une force immense, parfois violente, portée par des dieux. Le monde passe d'un âge à un autre à travers des destructions, des renouvellements, des changements d'air. Ce n'est pas un temps paisible, c'est un temps dramatique, cosmique, traversé par des puissances qui dépassent l'individu. Dans certaines représentations mésoaméricaines, les dieux portent littéralement le poids du temps. Ils ne sont pas seulement dans le temps, ils le transportent. Cela peut nous sembler étrange aujourd'hui, mais symboliquement c'est très fort. Cela veut dire que le temps n'est pas neutre. Il est porté par des forces. Il a une charge. Il possède une dynamique. À l'autre extrémité, on retrouve une vision très différente dans la cosmologie chinoise, notamment avec le Yi King, ou le livre des transformations. Ici, le temps n'est pas pensé principalement comme une succession de catastrophes ou de destructions, mais comme une transformation continue, une circulation, une alternance d'états, un jeu subtil entre les opposés, le ciel et la terre, le yin et le yang, le mouvement et le repos, l'ouverture et la fermeture. Le Yi King ne cherche pas seulement à prédire l'avenir au sens banal du terme, il cherche plutôt à lire la qualité d'un moment. Lorsqu'on consulte cet oracle, la question profonde n'est pas simplement « que va-t-il se passer ?», elle est plutôt « quelle est la configuration psychique et symbolique à cet instant ? Quelle est la dynamique à l'œuvre maintenant ? Qu'est-ce que ce moment demande ?» C'est cela qui a tant intéressé Jung. Il voyait dans le Yi King non pas une superstition à balayer, mais une manière ancienne d'entrer en relation avec la qualité du temps, comme si l'oracle permettait de regarder l'horloge du monde, non pas pour connaître l'heure mécanique,
mais pour percevoir la texture invisible du moment. Et cette idée rejoint un autre mot très important, le kairos. Le kairos n'est pas le temps chronologique, ce n'est pas le temps des montres, des agendas et des horloges. C'est le moment juste, l'instant décisif, le point de bascule, ce moment presque insaisissable où quelque chose devient possible, où une porte s'ouvre, où un acte peut porter ses fruits parce qu'il est en accord avec la qualité profonde de l'instant. Nous connaissons tout cela même sans le nommer. Il y a des paroles dites trop tôt qui ne peuvent pas être reçues. Les mêmes paroles dites au bon moment peuvent transformer une vie. Il y a des décisions qui échouent parce qu'elles sont forcées, et d'autres qui semblent s'imposer parce que le moment est mûr. Il y a des rencontres qui arrivent au moment exact où notre vie intérieure est prête à les accueillir. Le kairos, c'est ce temps-là, un temps vivant, un temps chargé, un temps qui ne se mesure pas seulement mais qui se reconnaît. Et c'est ici que nous pouvons entrer dans l'un des concepts les plus fascinants de Jung, la synchronicité. La synchronicité désigne une coïncidence significative entre un état psychique intérieur et un événement extérieur, et attention, sans lien causal évident. Autrement dit, quelque chose se produit dehors au moment où quelque chose se joue dedans, et cette correspondance porte précisément un sens pour celui qui le vit. Ce n'est pas seulement un hasard amusant, ce n'est pas non plus une preuve magique à brandir trop vite. Jung était très prudent avec cette notion, mais il avait observé que, dans certaines situations, la psyché et le monde extérieur semblaient se répondre. Un rêve, puis un événement, une image intérieure, puis une rencontre, une préoccupation profonde, puis un signe dans la réalité qui semble venir lui répondre. Non pas parce que l'un cause l'autre, mais parce qu'ils semblent appartenir à une même configuration de sens. C'est là que la notion d'ordre acausal devient importante. Dans notre pensée habituelle, nous cherchons toujours une cause. A provoque B. Un événement entraîne un autre événement. Mais Jung ouvre une autre possibilité. Certaines choses peuvent être reliées non par la cause, mais par le sens. Et ça, c'est grandiose, vous trouvez pas? Il y aurait donc des ordres qui ne reposent pas sur une chaîne de causalité visible, mais sur une correspondance profonde. Un peu comme en mathématiques, certains rapports existent sans que personne ne les ait provoqués. L'ordre est là, il se manifeste, il ne dépend pas de notre volonté. Pour Jung, la synchronicité serait précisément ce moment rare où un ordre plus vaste vient toucher une ligne de temps personnelle, comme si, pendant un instant, le temps ordinaire, qu'on connaît tous, et le temps profond, intérieur, se rencontraient. Prenons un exemple, c'est toujours plus facile. Une personne traverse un conflit intérieur important. Elle ne sait pas vraiment dans quelle direction aller. Elle rêve d'une route coupée, d'une roue qui est cassée, d'un véhicule immobilisé. Le lendemain, elle vit un événement extérieur qui reprend exactement cette image. Un empêchement, une panne, un arrêt forcé. Alors il ne faut pas dire trop vite que le rêve a provoqué l'événement, ce serait une erreur, mais on peut se demander si le rêve et l'événement ne participent pas d'une même qualité de moment, comme si l'arrêt devait être vu, comme si la psyché et la réalité extérieure mettaient en scène la même nécessité, ralentir, s'arrêter, regarder ce qui ne peut plus avancer ainsi. C'est ça la synchronicité, dans sa dimension la plus profonde. Non pas une magie spectaculaire, mais une rencontre entre le dedans et le dehors autour d'un sens. Et cette vision, je trouve, change complètement notre rapport au temps. Parce que si le temps possède une qualité, alors tous les moments ne se valent pas. Certains moments appellent l'action, d'autres demandent l'attente, certains ouvrent une porte, d'autres ferment un cycle, certains nous poussent vers le monde extérieur, et d'autres nous ramènent vers l'intérieur. C'est exactement ce qu'on observe dans la vie psychique. Il y a des périodes où l'énergie va vers la construction, les projets, les relations, le travail, le monde, et puis il y a des périodes où quelque chose se retire, l'élan extérieur diminue, les rêves deviennent plus intenses, les anciens repères ne fonctionnent plus. La personne peut croire qu'elle régresse, qu'elle échoue, qu'elle perd du temps, mais peut-être qu'en réalité, elle entre simplement dans un autre temps psychique, un temps de descente, un temps d'écoute, un temps de transformation. C'est très important parce que notre société moderne supporte très mal ces temps-là. Nous voulons aller vite, nous voulons produire, répondre, avancer, optimiser, rentabiliser. Même notre développement personnel devient parfois une course. Il faudrait guérir vite, comprendre vite,
se transformer vite, réussir vite. Mais la psyché ne fonctionne pas toujours à cette vitesse. L'inconscient a son rythme, les rêves ont leur rythme, les symboles ont leur propre rythme. Une transformation profonde ne se commande pas comme une tâche dans un agenda. Marie-Louise von Franz insistait beaucoup sur cette idée. Nous devons réapprendre à nous accorder au rythme profond de la vie. Si nous vivons uniquement selon les rythmes artificiels de la performance, nous risquons de nous couper de ce mouvement plus ancien, plus lent, plus organique, qui permet à la psyché de se transformer réellement. Et c'est peut-être l'un des grands drames de notre époque. Nous avons gagné en vitesse, mais nous avons perdu en profondeur. Nous savons mesurer le temps, mais nous ne savons plus toujours l'habiter. Nous savons remplir nos journées, mais nous ne savons plus reconnaître la qualité d'un moment. Nous savons accélérer, mais nous ne savons même plus attendre. Or, dans le processus d'individuation, l'attente est essentielle. Le temps est essentiel. Le rêve revient parfois plusieurs fois sous formes différentes parce que le moi n'est pas encore prêt à comprendre, une image insiste, un motif se répète, une situation extérieure revient, non pas forcément parce que nous sommes bloqués, mais parce que quelque chose cherche à devenir conscient. Le temps psychique n'est donc pas une simple ligne, il ressemble plutôt à une spirale. C'est une image très juste. La spirale revient autour d'un même centre, mais jamais exactement au même endroit. Elle répète, mais elle transforme. Elle fait revenir les mêmes thèmes, les mêmes blessures, les mêmes questions, mais avec un autre niveau de conscience. C'est comme si cette spirale montait aussi graduellement. C'est pour cela que nous pouvons avoir l'impression de revivre la même chose, alors qu'en réalité, on la rencontre autrement. Un vieux complexe revient, mais cette fois nous le voyons un petit peu mieux. Une ancienne peur se réactive, mais cette fois nous pouvons la nommer. Une relation fait écho à une ancienne blessure, mais cette fois une part de nous peut répondre différemment. La spirale du temps psychique nous montre que la répétition n'est pas toujours un échec. Parfois c'est une nouvelle tentative de la psyché pour amener quelque chose à la conscience. Et c'est là que l'idée de destin prend une autre forme aussi. Le destin, dans cette perspective, n'est pas une fatalité extérieure qui nous écrase, il peut être compris comme une forme intérieure qui cherche à se déployer, une orientation profonde, une nécessité du soi. Le moi, la personnalité, l'identité, lui, veut souvent contrôler le calendrier, il veut décider quand comprendre, quand guérir, quand avancer, quand tourner la page. Mais le soi, lui, travaille autrement. Il organise parfois les choses à travers les rêves, les crises, les rencontres, les synchronicités, les retours, les détours. Ce n'est pas toujours confortable, mais ça peut être profondément transformateur. Alors, que faire avec tout ça? Peut-être commencer à changer notre rapport au temps, ne plus le voir uniquement comme une source à exploiter, mais comme un champ à écouter, se demander non seulement qu'est-ce que je dois faire maintenant, mais aussi quelle est la qualité de ce moment. Qu'est-ce qui cherche à apparaître? Est-ce le temps d'agir ou le temps d'attendre? Est-ce que c'est le temps de construire ou le temps de descendre? Est-ce le temps de parler ou le temps d'écouter? Et surtout, observer les rêves. Parce que les rêves sont souvent les premiers à percevoir la qualité profonde d'un moment. Ils montrent les étapes, les seuils, les passages, les portes fermées, les routes coupées, les maisons nouvelles, les enfants oubliés, les animaux guides, les eaux agitées ou calmes, les lumières qui apparaissent dans la nuit. Ils nous disent parfois « ce n'est plus le même temps, une transformation est en cours, quelque chose se prépare ». Pour conclure, je vous laisserai bien avec cette question. Dans quel temps êtes-vous réellement en ce moment? Pas seulement dans votre agenda, pas seulement dans votre âge biologique, pas seulement dans vos obligations extérieures, mais intérieurement. Êtes-vous dans un temps de construction, dans un temps de retrait, dans un temps de crise, dans un temps d'attente, dans un temps de germination, dans un temps où quelque chose cherche à mourir, ou dans un temps où quelque chose cherche à naître? C'est vrai que notre monde nous pousse à courir, mais l'inconscient, lui, nous demande parfois de ralentir pour entendre la véritable horloge du vivant. Je te remercie pour ton écoute, pour ta présence. On se dit à très bientôt, et n'oublie pas, raconte-moi tes rêves, et je te dirai qui tu es.